Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du rendez-vous du SMMA. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de social ads spécialisée dans le e-commerce. Il y a quelques jours on a fêté notre 10e mois d'existence, on est une petite équipe de 9 personnes, bientôt 11, et depuis notre création on a accompagné un peu plus de 60 marques pour un budget publicitaire d'environ 6 millions d'euros. L'intitulé de cette série fait référence à une discipline, le SMMA, ou Social Media Marketing Agency, qui consiste à développer une agence de marketing en proposant des services payants comme la gestion de campagnes de publicité à des clients. Le problème dans ce métier c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc tout le monde peut se proclamer agence et on a vite fait de retrouver tout et n'importe quoi. L'objectif est donc d'utiliser notre propre aventure comme labo d'expérience et de te partager tous nos apprentissages. Si tu veux te mettre à jour, tu peux retrouver tous les précédents épisodes sur ma chaîne, et si le contenu te plaît, tu peux évidemment t'abonner et mettre un petit like sous cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. La première, c'est la différence entre chiffre d'affaires et MRR. On va ensuite voir les limites de notre stratégie d'acquisition, je vais vous parler de la culture d'entreprise en télétravail, je vais vous partager les actus de l'agence, et on va finir évidemment par les chiffres du mois précédent. Alors assieds-toi confortablement, prends de quoi noter, et c'est parti. Dans l'épisode 2 du rendez-vous du SMMA, j'expliquais la différence entre prestations récurrentes et prestations limitées dans le temps. Notre métier chez Rhodes, c'est d'accompagner des clients sur la gestion de leur campagne de pub. Donc en général, on a plutôt des prestations à durée indéterminée, qui peuvent s'étendre sur des mois, voire des années, tant que le client est content et que c'est rentable pour lui. Mais à côté de ça, on propose pas mal d'autres services comme la création de publicité, la conception de landing page, des audits, qui eux ont un début et une fin. Parce qu'une fois qu'on a livré une landing page, rien ne garantit que le client en recommande une autre le mois d'après. Quand tu démarres une activité d'agence, c'est pas très grave d'avoir une partie de ton chiffre d'affaires en one shot. C'est même plutôt bien parce que ça te permet de faire du cash facilement et de payer tes factures. Mais quand tu grandis, si une grosse partie de ton chiffre d'affaires provient encore du one shot, et bah ça peut vite devenir problématique et te limiter dans ta croissance. Imagine que tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que 50% de ce chiffre provient de revenus récurrents. Ce que ça veut dire, c'est que le mois prochain, tu as 5 000 euros qui sont garantis, mais que tu dois signer 5 000 euros de nouveaux contrats pour au moins faire autant de chiffre d'affaires. À ce stade, ça reste plutôt jouable. Maintenant, imagine que tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que 50% de ce chiffre provient du revenu récurrent. Mais pour faire de la croissance, il faut que tu ailles chercher 25 000 euros pour rattraper ceux du mois d'avant, plus des nouveaux clients qui te permettront d'aller au-delà. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus dur, et plus tu grandis, plus ça te limite dans ton développement. Du coup, pour éviter de plafonner, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé bien sûr un objectif de chiffre d'affaires à atteindre, 100 000 euros par mois d'ici fin décembre, mais on s'est aussi fixé un objectif de ce chiffre d'affaires qui provient de revenus récurrents à 80%. Et même si ça peut paraître étrange, on préfère faire 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec 80% de ce revenu qui provient de prestations récurrentes que 100 000 euros par mois avec 50% de MRR. C'est un peu moins flatteur pour l'ego, mais c'est beaucoup plus viable sur le long terme. Et surtout, ça sécurise du revenu, ce qui nous permet de nous projeter plus facilement, de recruter et de payer tous nos salaires. Aujourd'hui, c'est moi qui rapporte 99% des clients de l'agence. C'est normal parce que je suis le CEO de la boîte, mais c'est aussi lié au fait qu'on a axé notre stratégie d'acquisition sur de la création de contenu. La décomposition de nos sources d'acquisition est la suivante: 50% LinkedIn, 30% mise en relation, 15% TikTok et 5% autres avec newsletter, chaîne YouTube, etc. Jusque là, ces stratégies fonctionnent plutôt bien puisqu'elles nous a porté sur toute notre croissance et nous a permis de signer plus de 60 clients en une dizaine de mois. Mais elles présentent des inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a une corrélation directe entre mes actions et notre croissance. Si on fait le compte, il y a à peu près 70% de nos leads qui proviennent de ma création de contenu. C'est plutôt bien, mais le problème des réseaux sur lesquels je suis présent, c'est que mes publications ont une durée de vie très limitée. Sur LinkedIn, la durée de vie est de quelques jours, sur TikTok ça peut aller jusqu'à quelques semaines, mais de manière générale, tous mes posts sont très vite oubliés. La conséquence de ça, c'est que si j'arrête de publier demain, et bah il se passe plus rien. Donc imagine que je me casse la gueule en vélo, que je finis les deux bras dans le plâtre et que je peux plus écrire pendant 3 mois, et bah on a l'air bien con. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et le deuxième inconvénient, c'est ce que j'appelle l'effet CEO. Beaucoup de marques qui nous contactent pour travailler avec nous passent d'abord par moi puisque je suis la face visible de l'agence. Vu que je suis en charge de la partie commerciale, je passe pas mal de temps avec elle en avant-vente. Le bon côté, c'est que le taux de closing est bien meilleur quand c'est le CEO qui est en face du client, mais le problème c'est que c'est moi que mes interlocuteurs identifient comme expert plutôt que mes équipes. Alors qu'en réalité, ils ont beaucoup plus de comptes sous gestion que moi, et donc ils sont probablement bien meilleurs, c'est juste qu'ils sont pas aussi visibles. Et ça, c'est pas ouf parce qu'une fois que la vente est clôturée, et bah je passe la balle à mon équipe qui ne le connaissent pas, et donc ça peut créer de la déception. Ça a même été parfois vraiment problématique puisqu'il y a des clients qui ont refusé de travailler avec nous si c'est pas moi qui m'occupais directement de leur campagne. Du coup, pour répondre à ces deux problématiques, on a évidemment un plan d'action qu'on a déjà commencé à enclencher. Pour décorréler mes actions de nos résultats, on commence à miser sur des paris plutôt long terme. La chaîne YouTube en fait partie, on envisage de lancer un podcast, et on explore la piste du SEO pour lancer ce chantier en 2024. Donc on reste sur une stratégie de inbound, mais l'objectif c'est que tous nos contenus continuent à vivre des mois, voire des années après qu'on les ait publiés. En parallèle, on teste aussi l'outbound à petite échelle, mais c'est encore trop tôt pour avoir des résultats probants. Et pour réduire l'effet CEO, j'encourage les équipes à prendre la parole de plus en plus sur les réseaux. Je modifie un peu ma communication de manière à mettre plus en avant mes équipes que mes propres réalisations. Et je fais de plus en plus souvent monter les performance managers sur des problématiques d'avant-vente pour qu'ils puissent rencontrer les clients avant la signature, ce qui leur permet de créer de la confiance et surtout de les aider à se projeter. L'idéal, ce serait que le client fasse la gueule si on lui dit que c'est moi qui vais s'occuper de ses campagnes. Si on arrive là, c'est qu'on a réussi. Quand on a lancé Rhodes, on a fait le choix du 100% télétravail. Alors il y a plein de débats sur la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est une tendance éphémère qui va disparaître, blablabla. J'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que ce modèle nous convient très bien. Pour les salariés, c'est super avantageux parce qu'ils sont flexibles sur leurs horaires de travail, ils peuvent vivre là où ils veulent, ils perdent pas de temps dans les transports et ils peuvent plus facilement concilier leur vie pro avec leur vie perso. Et pour moi, c'est des économies sur des bureaux, même si on réinvestit une bonne partie de cet argent, mais aussi une opportunité d'un point de vue recrutement puisque je ne me cantonne pas à un bassin géographique, et donc un gros plus pour la marque employeur de Rhodes. Mais la difficulté, c'est que déjà que créer
créer une culture d'entreprise dans une entreprise classique, c'est pas facile, et ben en télétravail, c'est encore plus dur. Tout simplement parce que les gens peuvent ne pas se voir physiquement pendant des mois. À mon sens, il y a plusieurs choses qui composent une bonne culture d'entreprise. La première, et c'est probablement la plus fondamentale, c'est le recrutement. Nous, on fait en sorte de filtrer énormément les profils et de regarder au-delà de leurs compétences techniques s'ils sont autonomes et s'ils s'inscrivent bien dans l'état d'esprit général de l'agence. Et c'est moi qui m'occupe de cette partie pour l'instant. Le deuxième point, c'est les rituels. Vu qu'on se voit pas, et ben il y a plein de petits moments informels comme un échange à la cafétéria, le déjeuner midi, etc. qui sautent. Du coup, on est obligé de mettre en place des systèmes pour que les gens puissent échanger sur des thématiques importantes. On a par exemple un daily stand-up tous les matins, qui est un meeting qui dure 15 minutes où chaque personne doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quels sont mes bloqueurs? Ça dure pas plus de 1 à 2 minutes par personne et l'objectif c'est d'avoir un peu de visibilité sur ce que font les autres et aussi de passer un moment en équipe. Et la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est la War Room où tous les vendredis on se retrouve pendant 1 heure pour échanger sur des sujets difficiles avec des clients qu'on a du mal à craquer. On a pas mal d'autres rituels, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous détaillerai ça dans une autre vidéo. Le troisième point, c'est les process. Au-delà d'avoir un rituel, il faut avoir un mode de fonctionnement qui est nickel. Pour ça, on a défini des règles très précises sur la communication en interne avec les clients. On a aussi beaucoup itéré sur notre outil de travail principal Notion, dans lequel on a mis en place des tableaux de pilotage, des vues par client, par performance manager et tout un tas d'automatisation. Et on utilise Slack pour communiquer au sein de l'équipe et avec nos clients, qu'on a aussi structuré pour que ce soit clair. Une grosse partie de ce travail interne qui impacte directement la productivité des équipes et donc la satisfaction des clients est faite par Jordan, qui est Head of Performance mais également mon associé. Un grand bravo à lui, sans qui l'agence ne serait pas la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, le quatrième point, c'est les valeurs qui sont le ciment et les fondations d'une entreprise. Les valeurs, c'est pas juste des termes qu'on écrit sur un bout de papier et qui restent dans un coin. C'est censé être des principes qui guident toutes nos actions et qui reflètent également l'ADN de l'entreprise. On en a construit une première version à la création de Rhodes et on vient de le refondre intégralement puisqu'on trouvait que les premières ne collaient plus trop avec notre ADN actuel. On a 5 valeurs au total qui sont les suivantes. Do the extra mile, où l'idée est toujours de se dépasser dans ce qu'on fait et de pas se contenter de faire des choses moyennement. Execute like a pro, pour être super efficace dans la réalisation de nos tâches, toujours à l'heure, précis et concis. Lead with empathy, qui fait un peu référence à la valeur de Google Don't be evil, où l'objectif est de se mettre toujours à la place de son interlocuteur ou de son client pour essayer de l'accompagner avec le plus de bienveillance possible. Embrace ownership, comme on est en télétravail et que on n'a pas que ça à faire que de fliquer les gens, on leur fait confiance par défaut et l'objectif c'est que chacun soit complètement maître de ses actions. Donc ça veut dire s'attribuer toute la réussite d'un projet s'il est mené à bien, mais aussi savoir reconnaître quand on a fait une erreur. Et enfin celui qui nous définit je pense le plus, be creative, où l'idée c'est de toujours faire preuve d'inventivité dans la manière dont on va solutionner des problèmes. Si on n'a pas de solution, on en trouve une, mais on reste jamais bloqué sur un problème. Et enfin une dernière chose qu'on a mise en place, c'est la culture de feedback. Le feedback dans l'entreprise c'est fondamental, parce que si tu ne sais pas ce que tu fais de mal, eh ben tu peux pas t'améliorer. Donc nous on a créé un environnement de bienveillance autour de ça, où donner du feedback n'est jamais reçu personnellement, mais toujours perçu comme étant une manière de s'améliorer et de se développer. Ce que ça a comme effet positif, c'est que les gens non seulement sont plus ouverts au fait de donner du feedback, mais vont même jusqu'à solliciter du feedback pour s'améliorer dans leur travail. Et ça, c'est pas facile à mettre en place, mais quand c'est bien fait, ça permet de tirer toute l'équipe vers le haut. Bon, il y a quand même une chose dont je vous ai pas parlé, mais qui contribue à la culture d'entreprise, c'est les team building. Parce que les process c'est bien beau, mais il faut quand même un peu de fun dans tout ça. Ce qu'on a mis en place avec l'équipe, c'est ce qu'on appelle le Rhodes Day. En gros, une fois par trimestre, donc 4 fois par an, on se retrouve dans une ville de France choisie par l'équipe pour l'espace de 2 à 3 jours. Le dernier Rhodes Day en date s'est tenu à Marseille et j'avoue, on s'est un peu fait plaisir. On a loué une villa avec piscine, jacuzzi, table de ping-pong et on en a bien profité. On a fêté l'anniversaire de Jordan, Hardy nous a fait une séance de sport, on a dîné dans un super resto en ville, on est allé boire des verres dans les bars, on a fait du karting, etc. Mais on a aussi bossé, faut pas déconner non plus. Pendant ces 48 heures, on a réaligné tout le monde sur les valeurs, on a fait le bilan sur le trimestre écoulé, on a planifié le trimestre à venir, on a créé en quelques heures une maquette de landing page pour faire de l'acquisition. Entre les transports, le logement, les activités, cet événement nous a coûté la modique somme de 5 000 €, mais comparé à ce qu'on paierait si on avait des bureaux, c'est pas grand chose, et surtout ça vaut largement le coup. La team est reboostée à fond, on sait exactement où on va pour la fin de l'année, et le INPS, formulaire de satisfaction employé de ce mois-ci, en témoigne, puisqu'on a eu une note de 100 sur 100. Ok, c'est l'heure de vous parler des actus de l'agence. Ce mois-ci, il s'est passé plein de choses. Dans les précédents épisodes, je vous avais dit qu'on commençait à se diversifier, et bah, on a pas mal avancé sur ce sujet. On a signé 4 clients sur notre nouvelle offre Google, on a démarré notre premier accompagnement Klaviyo, et on a produit et livré 4 landing pages e-commerce. Le studio Créa a également fait un grand pas en avant, puisque pour la première fois, il a dépassé le chiffre d'affaires mensuel de 10 000 €, et surtout, on a largement amélioré notre offre, puisqu'on a fait notre premier tournage professionnel. Jusqu'ici, on faisait beaucoup de réadaptation de vidéos et de construction à partir d'éléments déjà existants, et même si on faisait un peu de tournage de type UGC, bah ça restait quand même assez basique. Ce qu'on a fait avec un de nos clients, c'est qu'on a réservé un lieu, un mannequin, on a déplacé une équipe de tournage, et on a passé une après-midi à tourner plein de rushs vidéo qu'on va pouvoir exploiter en publicité. Cette nouvelle offre est maintenant dispo pour les clients qui souhaitent produire du contenu. Si ça t'intéresse, évidemment, tu peux nous contacter pour en discuter. Mais la vraie grosse actu de ce mois-ci, celle que vous avez probablement vue dans le titre de cette vidéo, c'est qu'on nous a fait une proposition de rachat. Un vendredi, en début d'après-midi, je reçois un SMS du CEO d'une agence que je connais plutôt bien. Je dis que je suis dispo en fin d'après-midi, il m'appelle, je décroche. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que son entreprise a des équipes, des process et des technologies très solides en production de créa, qu'ils ont un portefeuille très large avec des belles références, et qu'ils veulent une entité média pour aller les cross-sell. Mais comme il n'a pas la compétence en interne, son projet, pour aller plus vite, c'est de racheter une boîte qui, elle, a la compétence technique. Sur le papier, la proposition tient la route. On a
la compétence, ils ont le portefeuille, notre cible de client à peu près la même, il y a une belle complémentarité. Du coup, je me suis longuement posé la question de si on voulait tenter l'aventure ou pas, et finalement j'ai décidé que c'était une excellente idée pour Rhodes de se lancer dans ce nouveau défi, et donc j'ai vendu mes parts. Mais non, je déconne, t'as eu peur hein. En réalité, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai pas envie de vendre, mais la principale, c'est que je m'éclate fondamentalement dans ce que je fais au quotidien, et j'aime beaucoup trop notre indépendance pour ça. Évidemment, je vais pas te laisser sans te dire quel montant il m'a proposé. En gros, le deal qu'il m'a proposé était pas vraiment écrit, mais ça partait sur une valorisation basée sur l'EBITDA. Au moment de l'appel, on faisait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires annuel projeté. Notre EBITDA est à peu près de 25%. Donc si on part sur un multiple de 7, qui est à peu près ce qui se fait sur le marché pour une typologie d'agence comme la nôtre, et bah ça fait un peu plus d'1 million d'euros de valorisation. Je peux évidemment pas citer le nom de la boîte puisque tout ça est confidentiel, mais je remercie son CEO pour cette proposition. Honnêtement, je trouve ça plutôt flatteur et ça me conforte dans l'idée qu'on va dans la bonne direction. Ok, c'est parti pour le dernier volet de cette vidéo, les chiffres du mois. Alors ce mois-ci, je clôture sur les réseaux avec 12 500 abonnés sur LinkedIn, une jolie progression par rapport au mois précédent, 13 200 abonnés sur TikTok, 1400 abonnés sur YouTube qui est la plus belle progression que j'ai eue depuis le lancement de la chaîne. C'est en partie dû à une vidéo que j'ai postée sur les années des marques US qui a visiblement plu. Je vais peut-être en faire d'autres du coup. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent dans cette aventure. Et sur Instagram, j'ai toujours un peu de mal à faire décoller mon compte, mais j'ai passé la barre des 500 abonnés et j'ai eu ma première vidéo qui a dépassé les 30 000 vues. Côté chiffre d'affaires, on a fait notre plus gros mois depuis la création de l'agence et on clôture le mois d'octobre avec un chiffre d'affaires de 66 328 €, soit plus 38% de croissance par rapport au mois précédent. C'est une très belle nouvelle pour le développement de l'agence, mais attention parce que seulement 70% de ce chiffre provient de prestations récurrentes. Donc il y a un risque que ça suive pas le mois prochain. Notre objectif d'ici la fin d'année, c'est toujours de faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Il nous reste 2 mois. Je te donne rendez-vous dans un mois pour voir où on en est. Ciao!